moi, ce qui m'intéresse, le thème, c'est la construction de la mémoire. C'est dans quelle mesure peut-on construire une mémoire partagée. Alors, il y a différentes manières de parler de la mémoire. La diversité disciplinaire que vous représentez en est la preuve. Comme il y a différentes manières de parler du cerveau, on peut en parler de manière philosophique, on peut en parler de manière artistique. Il y a par exemple cette œuvre de Magritte que vous retrouverez en haut de mes diapositives tout au long de la présentation. On peut en parler à la manière d'un neurobiologiste, d'un historien, etc. Donc il y a vraiment de très nombreuses approches possibles de la mémoire. En anthropologie, moi je suis anthropologue, et puis généralement en sciences sociales, ce qui nous intéresse, c'est de déterminer dans quelle mesure une mémoire peut être commune, partagée, collective. Enfin, il y a toutes sortes d'expressions que nous utilisons. Et cela, c'est extrêmement problématique. Alors pourquoi est-ce problématique? Parce que la mémoire individuelle, ce qu'on appelle habituellement la mémoire, hein, c'est quelque chose qui renvoie à des faits réels qui sont bien documentés. Depuis les travaux de Ramón y Cajal et de Golgi, bon, on sait que Ramón y Cajal, la thèse de Ramón y Cajal l'a emporté contre la théorie réticulaire de Golgi, que donc on a un cerveau qui est extrêmement plastique. Cette plasticité, ensuite, elle a été démontrée expérimentalement, notamment en 64 par cet article de Bennett sur les rats, qui a attesté qu'il y avait une plasticité synaptique, et on sait aujourd'hui que ce qu'on appelle habituellement la mémoire, eh bien, c'est tout simplement le résultat de modifications simultanées, hein, ça renvoie à la notion de plasticité hébienne, hein, de modifications simultanées, à la fois biochimiques et morphologiques, des connexions synaptiques qui permettent donc d'enregistrer et de stocker les souvenirs, ce qu'on appelle l'engramme. L'engramme, c'est un terme qui a été inventé par le zoologue Richard Semon, à qui d'ailleurs on doit aussi un autre terme qui a été un peu oublié, qui est le terme de Mnémée, qui a été construit sur le modèle de la divinité, de la déesse de la mémoire, qui était Mnémoussine. Et on pense que Dawkins, dans ses travaux sur la mémétique, avec la notion de mème, bien tout simplement un petit peu copié Semon, mais sans le dire. Bon, enfin, ça, c'est pour une parenthèse pour l'histoire des sciences. Donc, Semon a inventé cette notion d'engramme. L'engramme, si vous voulez, c'est la trace mnésique. Et on sait que, donc, c'est, comme je l'ai dit, le résultat du renforcement de connexions synaptiques entre les neurones. Donc là, cette mémoire individuelle, on sait pas exactement à quoi ça renvoie, parce qu'il y a encore toute une série de débats, de travaux, de recherches, etc. Mais enfin, on a une idée quand même assez précise des faits réels auxquels renvoie cette notion de mémoire individuelle. Quand on parle de mémoire partagée, de mémoire commune, de mémoire collective, eh bien, c'est beaucoup plus délicat. Là, vous avez quelques exemples de la littérature extrêmement profuse qui porte sur cette question de la mémoire partagée. Et bien souvent, on fait comme si ça allait de soi, comme si les mémoires individuelles pouvaient se réunir sous une forme qu'on appellerait, encore une fois, sociale, nationale, collective, enfin tout ce que vous voudrez. Donc, c'est problématique parce qu'on ne sait pas exactement à quel fait réel cela renvoie. Alors je vais expliquer pourquoi dans un instant, mais on pourrait se dire, bon, ben, c'est pas si grave que ça, on sait bien que souvent en science on utilise des concepts de manière plus ou moins rigoureuse, plus ou moins relâchée, l'essentiel c'est de se faire comprendre. Moi je pense quand même que c'est pas du tout anodin, parce que d'un point de vue, alors là, culturel, politique, ou politique, on sait que l'usage relâché de la notion de mémoire partagée ou de mémoire collective, etc., peut faire l'objet d'instrumentalisation. Et on en a malheureusement de nombreux exemples historiques. Bon, les plus récents, c'est peut-être pas d'ailleurs les plus récents, c'est ce qui s'est passé dans les Balkans au XXe siècle, dans les années 90, où on a monté des populations les unes contre les autres, en les persuadant que leurs mémoires partagées n'étaient pas les mêmes. Hein, que donc, d'un côté, il y avait une mémoire serbe, de l'autre, une mémoire croate, etc. Donc, c'est pas du tout anodin, cette question de la mémoire partagée. Alors, à quel fait réel renvoie cette notion? Il y a plusieurs bon, disons, exceptions que l'on peut envisager. Il y en a une que
on va récuser d'emblée, mais que l'on retrouve parfois dans la littérature, malheureusement, je dirais, c'est l'idée que la mémoire collective, ça serait une sorte d'entité, la métaphysique un peu platonicienne, qui surplomberait les individus, puis qui existerait indépendamment des individus. Bon, évidemment, ça n'a aucune plausibilité scientifique, on ne voit pas comment quelque chose d'immatériel pourrait avoir des causes matérielles. Donc ça, on l'écartera. Après, on peut désigner par le terme de mémoire partagée tout simplement le processus de transmission culturelle, qui lui est évidemment bien attesté. Les individus, quand ils naissent, ils ne réinventent pas l'eau chaude, ils héritent d'un certain nombre de savoirs, de connaissances, de traditions, etc. Et donc ça constitue ce qu'on peut appeler une sorte de mémoire sociale. L'exemple peut-être le plus évident, c'est celui de la langue maternelle. La langue maternelle, c'est un héritage mémoriel collectif, hein, ou bien encore les traditions alimentaires qui sont souvent bien plus résistantes que la langue. Quand on considère des individus, des immigrés de deuxième ou troisième génération, souvent ils ont perdu la langue, mais ils gardent encore les habitudes alimentaires. Donc ça, voilà, on peut dire, mais ça renvoie à ça. Ou bien, c'est aussi ce qu'on peut appeler un processus agonistique de mise en forme du passé. Dès qu'on parle du passé, il y a des débats. Ah non, ça ne s'est pas passé comme ça s'est passé de telle et telle façon, puis un autre présente une autre version. Donc là, il y a une sorte de champ du social là, qui se constitue, où il y a des débats autour de la mémoire, et la notion de mémoire collective peut renvoyer à ce type de débat. Et puis, troisième acception, qui est celle qu'on retrouve dans Halbach. Halbach, c'est le grand sociologue de la mémoire, qui est mort en déportation à Buchenwald. Donc Halbach met en avant la notion de cadres sociaux de la mémoire. Simplement, qu'est-ce qu'il entend par là? C'est que quand on se souvient, eh bien, on prend appui aussi sur le souvenir des autres. Et là, je signale simplement un article récent qui est paru l'année dernière dans Nature Human Behavior, qui montre que sur le net, aujourd'hui, dans les réseaux qui se constituent, eh bien, la mémoire d'un ami qui est décédé peut être entretenue justement par ce type de réseau, parce que chacun prend appui sur la mémoire de l'autre pour essayer d'entretenir le souvenir de la personne disparue. Donc voilà trois acceptions possibles, mais en général, dans la littérature, et je parle bien de la littérature en sciences sociales, c'est pas ces sens-là sont évoqués bien sûr, mais ce qui est quand même sous-entendu, et parfois tout à fait d'ailleurs explicite, c'est l'idée qu'il y aurait un partage réel des représentations du passé. C'est-à-dire que les individus partageraient vraiment les mêmes souvenirs. Alors pour illustrer cette idée-là, je prends appui sur un travail ethnographique qui était tout à fait remarquable, qui a été mené dans les années 60-70, vous voyez, ça commence à dater, mais bon, la publication est plus ancienne, l'ouvrage c'est une campagne voisine, et ça c'est une collègue qui était au laboratoire d'anthropologie sociale au Collège de France, qui avait publié un compte-rendu de son enquête, et voilà ce qu'elle disait à propos d'un village en Bourgogne qui s'appelle Minot, et de la visite dominicale que les femmes faisaient, la promenade dominicale que les femmes faisaient dans le cimetière. Donc je cite, hein, les femmes s'y promènent le dimanche ou certains beaux soirs d'été. Le dimanche, on dit, tiens, on va aller faire un tour au cimetière, on va voir les tombes. Les voisines, on y va ensemble. Là, le cite, hein, une informatrice, comme on dit. Les voisines, on y va ensemble, mais seulement celles qui ont de la famille là-bas. Et là, c'est Zonaben qui écrit « Être du village, c'est non seulement y résider, y faire feu, mais aussi avoir ses tombes au cimetière. Passant de tombe en tombe, les aînés lisent des inscriptions et rappellent la vie des défunts. C'est lors de ces promenades, et c'est là que c'est important, que se forge la mémoire de la communauté, que se transmet à tous l'histoire des familles et du village. » Alors, qu'est-ce qu'on peut penser de cette affirmation, hein, une mémoire de la communauté? Alors, pour répondre, d'abord, je vais prendre appui sur trois catégories de la mémoire que j'avais proposée il y a déjà, disons, une vingtaine d'années, qui me paraissaient pertinentes pour ma discipline, qui sont les catégories, ce que j'appelais la proto-mémoire, la mémoire proprement dite, bon, qui est la notion que vous connaissez bien, puis la métamémoire, qui est aussi une notion, évidemment, qui est connue. Bon, ce que j'avais mis, le point peut-être un peu original, c'était d'avoir mis en avant la notion de proto-mémoire. Alors la proto-mémoire, si vous voulez, c'est une mémoire incorporée,
peut songer à ce que dit Pierre Bourdieu de l'apprentissage par corps. Hein. C'est le fait que quand on vit dans une société, une matrice culturelle, eh bien, on intègre dans son corps tout un ensemble de savoirs, de pratiques, de comportements, une gestuelle qui va faire que, comme le disait l'anthropologue Marcel Jousse, le cavalier qui part au combat, eh bien, part au combat sans se préoccuper de la manière dont il va mener sa monture. C'est-à-dire qu'il pense au combat, il ne pense pas à la manière dont il va mener sa monture, mais il n'empêche qu'il amène très bien sa monture parce qu'il a une mémoire incorporée de ce savoir-faire. Hein. Et on a des tas d'exemples dans de nombreuses sociétés de savoir-faire techniques, gestuels, etc., qui sont parfaitement incorporés. Par exemple, en haut, vous voyez des populations de chasseurs-cueilleurs qui vont récolter le miel dans les hauteurs des arbres, et on peut démontrer qu'ils ont une capacité à la dorsiflexion, c'est-à-dire à la flexion du pied, qui est beaucoup plus grande que vous et moi, tout simplement parce que là, il y a une pratique qui est acquise, donc une sorte de mémoire du corps qui est incorporée, ou la position accroupie. Je pense que la plupart d'entre vous, comme moi, vous avez du mal à rester un quart d'heure, 20 minutes en position accroupie. Bon, dans des tas de populations, c'est quelque chose qui est tout à fait incorporé. Donc ça, il y a une mémoire du corps donc j'appelle proto-mémoire, en ce sens que c'est une mémoire un petit peu primordiale, si on veut. Hein. Bon, la métamémoire individuelle, bon, c'est ce que c'est quand un individu se donne sa propre mémoire pour objet. Si je dis j'ai une mauvaise mémoire, bon, ce qui est vrai, eh bien là, à ce moment-là, je suis dans le registre de la métamémoire. Je porte un jugement sur ma mémoire. Quand on passe de l'individu au groupe, eh bien, on va voir que cette métamémoire, c'est un phénomène très important. C'est la représentation que se font les membres du groupe de leur mémoire supposée, commune, hein, et donc ils vont élaborer tout un discours à ce sujet. Bon, évidemment, c'est caricatural, mais nos ancêtres les Gaulois, hein, c'est un exemple de métamémoire collective. Et puis après, il y a la mémoire, évidemment, proprement dite, ou mémoire de haut niveau, qui est à la fois une mémoire de rappel ou de reconnaissance. Hein, rappel quand il y a convocation délibérée, ou reconnaissance quand, par exemple, on reconnaît un visage dans la rue. Est-ce que cette mémoire peut être partagée? Alors, je résume là pour l'instant où j'en suis. La proto-mémoire, c'est quelque chose qui peut être assez facilement partagé. Encore une fois, on a vu l'exemple de populations accroupies, etc. Donc une mémoire du corps qui est partagée. La métamémoire collective, ça peut être facilement partagé. On peut entendre des tas de gens dire nos ancêtres les Gaulois. La question quand même centrale, c'est dans quelle mesure la mémoire, ce qu'on appelle communément la mémoire de haut niveau, si vous voulez, peut être partagée. Dans quelle mesure on peut s'assurer qu'un ensemble d'individus, eh bien, au niveau neuroanatomique, hein, a les mêmes engrammes relatifs à des événements du passé. Alors ça pose évidemment un problème parce qu'on n'est pas des clones. Donc je vais revenir à l'exemple de Zonabend que je donnais tout à l'heure, la promenade dominicale dans le cimetière. Dans quelle mesure? Parce que Zonabend nous dit ces femmes partagent la même mémoire du passé qui est d'une certaine manière ravivée périodiquement lors de ces promenades dans le cimetière. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut prendre ça pour argent comptant? Alors c'est vrai, bon, si vous êtes allé certainement déjà dans des cimetières, surtout dans les cimetières de village, il est assez courant quand on circule de tombe en tombe, si on est accompagné, de dire ah tiens, tu te souviens, il y avait un tel, là, bah, c'était l'amant d'une telle, ou bien telle famille qui vivait dans le village, aujourd'hui, bah, ils ne sont plus là, etc. Ou bien tiens, telle famille, son fils, il a fait une belle carrière dans la diplomatie. Enfin bon, voilà, on parle des morts, et donc ça entretient d'une certaine façon la mémoire des morts. Mais est-ce que, bon, au-delà de cet entretien de la mémoire des morts, il y a réellement un partage? Alors, je pense qu'il n'y a pas vraiment de partage. On est dans le registre là de ce que j'appelle une rhétorique holiste, c'est-à-dire une totalisation, on parle de mémoire collective, qui renvoie à un ensemble qui est supposé stable, isomorphe, et des représentations partagées. Et je crois que ce recours à la rhétorique holiste, qui est bien pratique, eh bien, cache quand même une confusion qui peut être extrêmement gênante. Alors la première confusion, c'est celle entre compétence mémorielle et performance mémorielle. Chaque individu a une
compétences mémorielles, c'est-à-dire qu'on a tous en tête le souvenir d'événements du passé, et puis ces souvenirs, eh bien, on peut les verbaliser, les rendre publics ou pas, et il y a un travail d'un anthropologue sur ce point de vue qui est très, très intéressant, qui a porté sur la mémoire des massacres de Madagascar en 1947, et ce qu'il a observé, c'est que donc, il recueillait des informations auprès des personnes qui avaient vécu ces massacres. Et ce qu'il a observé, c'est que selon les jours, selon les lieux, etc., bien, le récit de ces événements n'était pas tout à fait le même. C'est-à-dire que les individus avaient une compétence mémorielle, ils avaient vécu ces événements, ou ils en avaient entendu parler, etc. Mais au niveau de la performance, il y avait une grande variabilité. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas, à partir de la performance mémorielle, faire des déductions concernant le partage des compétences mémorielles. La deuxième confusion, je l'ai un peu introduite il y a quelques instants, c'est le fait de confondre la métamémoire et puis la mémoire proprement dite. Le fait de dire nous partageons les mêmes souvenirs des massacres de Madagascar, ça ne signifie pas que les individus partagent réellement les mêmes souvenirs des massacres de Madagascar. Il y a un niveau métamémoriel et un niveau mémoriel qu'il faut bien distinguer. Donc ça, c'est une autre confusion que l'on fait fréquemment. Et donc un sentiment bien réel d'une mémoire partagée peut naître en fait d'un partage illusoire. C'est-à-dire qu'en fait, on ne partage pas la mémoire, mais on croit la partager. Et puis, troisième confusion, c'est la confusion entre l'acte de mémoire et le contenu mémoriel. Il y a très longtemps, j'avais fait travailler des étudiants sur les commémorations du 11 novembre. Et ils étaient revenus tout à fait choqués un petit peu par les données qu'ils avaient recueillies, parce qu'ils m'avaient dit, vous savez, les gens, ils ne viennent pas là pour véritablement, en mémoire des morts de la Grande Guerre, il y a beaucoup de gens, notamment des politiques, qui viennent là avec pour principal objectif de donner leur carte de visite aux journalistes de Nice Matin, parce que ce qui compte, c'est que le lendemain, ils apparaissent dans le compte rendu, mais en fait, les morts de la Grande Guerre, ils s'en fichent. Voilà, c'est juste une anecdote, mais pour montrer que le fait d'avoir de s'engager dans tel ou tel acte mémoriel ne signifie pas systématiquement, en tout cas, que les gens partagent la même mémoire. Voilà. Donc, si je reviens aux données ethnographiques qui ont été recueillies à Minot par Zonabin, eh bien, on voit que l'assertion selon laquelle il existerait une mémoire de la communauté n'est pas évidente, ça ne va pas de soi. Il y a des choses factuelles qui sont partagées, mais au niveau du contenu mémoriel, on doit être extrêmement prudent. Donc se poser la question, que peut signifier l'expression mémoire de la communauté? Quel est son degré de pertinence? Alors, pour avancer dans cette direction, pour essayer de répondre en partie à cette question, je vais prendre appui sur des travaux de Dan Sperber, donc un anthropologue qui s'est de plus en plus tourné vers les sciences cognitives. Bon, Sperber dit, expliquer la culture, c'est expliquer pourquoi et comment certaines idées deviennent contagieuses. À un moment donné, il y a des idées qui se répandent dans une population, ce qu'il appelle l'épidémiologie des représentations. Et puis, elle se stabilise. Et ce qu'il note, c'est que cette stabilisation est souvent le résultat d'une répétition. Bon, c'est bien, la pédagogie, c'est la répétition. Donc, bon, c'est une intuition qu'avait déjà eu un historien qui s'appelle Finlay, qui définissait la mémoire collective de la façon suivante. Ce n'est pas autre chose que la transmission, un grand nombre d'individus, des souvenirs d'un seul homme ou de quelques hommes répétés à maintes reprises. Donc, on peut risquer déjà, l'hypothèse suivante, qui est vraiment, on prend aucun risque là, sous certaines conditions sociales, répétition de la transmission, c'est le premier critère que je vais mettre en avant, certains états mentaux sont transformés en représentations publiques, c'est-à-dire donc sont mis en circulation, si vous voulez, qui deviennent de manière stable et durable des représentations de l'environnement, environnement physique et social, et peuvent dès lors être partagées par les membres d'un groupe. À ce moment-là, ces représentations deviennent ce qu'on appelle des représentations culturelles. Et à ce moment-là, une rhétorique holiste comme la notion de mémoire collective, eh bien, aura, on peut dire, un certain degré de pertinence. Le problème, c'est que la répétition ne garantit pas le partage. La répétition ne garantit pas le partage parce qu'on sait bien que, bon, si on répète plusieurs fois la même chose au même individu, il y a des chances qu'au bout d'un moment, ça rentre.
Mais quand la chaîne causale cognitive est très longue, ça devient compliqué. Il y a souvent des phénomènes d'altération de l'information, du message, qui font que en fin de chaîne, le message n'est pas du tout le même que celui qu'il y avait au début de la chaîne. Alors je crois qu'on peut distinguer, qu'on peut progresser en distinguant deux types de représentations. Des représentations factuelles, qui sont des représentations concernant l'existence d'un fait, par exemple, il fait jour, voilà, je vois du soleil, je vois le jardin, etc. Et puis des représentations sémantiques, qui sont les représentations relatives au sens attribué à ces faits. Alors je précise d'emblée que là j'utilise le terme de sémantique, non pas dans le même sens que lorsqu'on parle de mémoire sémantique. Ça renvoie simplement à une notion de signification. Pour prendre un exemple, les Niçois qui, le 14 juillet 2016, étaient sur la promenade des Anglais, ont une représentation factuelle des attentats qui ont fait 86 morts. Après, tous les Français ont une représentation sémantique, qui n'ont pas vécu cet événement, qui ne l'ont pas constaté, ont une représentation sémantique, c'est-à-dire qu'ils associent des significations à cet événement. Et là, on voit que, autant le partage au niveau factuel est assez évident, même s'il n'est pas garanti, puisqu'on sait que souvent les témoignages sont contradictoires, mais en tout cas, il semble plus robuste que dans le cadre des représentations sémantiques. Donc la question qui se pose, c'est comment évaluer le degré de pertinence de cette notion de mémoire partagée appliquée à des représentations factuelles et à des représentations sémantiques. Alors là, je prends appui sur un philosophe qui est Descombes, qui utilise la distinction de ce qu'il appelle des termes, des événements naturels et des termes intentionnels. Les termes naturels, pour Descombes, c'est des constats. Par exemple, imaginons qu'en sortant, là, je me casse la figure, donc vous allez me voir tomber, vous serez tous témoins de ce fait, et vous pourrez dire, Kando s'est cassé la figure en sortant de cette salle 2 là. Bon. En revanche, si le soir vous racontez en rigolant cet événement à vos amis, vous allez dire Kando il s'est cassé la figure en sortant de la salle 2. Pour les amis ou les membres de votre famille à qui vous raconterez cet événement, il ne s'agira pas d'un constat, mais ils vont se représenter l'événement et puis lui associer une signification. Donc à ce moment-là, on est dans le registre des représentations intentionnelles, des termes intentionnels. Donc un événement naturel, c'est relatif à une chose qui ne fait pas l'objet d'un jugement, a priori. La chose est considérée comme jugée définitivement, alors qu'un événement intentionnel est rapporté à une chose exposée à une ou plusieurs consciences jugeantes, et par ce fait même, elle est exposée au doute. Alors, avec cette distinction, terme naturel, donc, entre le constat terme naturel et le discours sur le constat terme intentionnel, on a deux nouveaux critères, C2 et C3. Donc, lorsque la notion de mémoire partagée présuppose le partage par tous les membres d'un groupe du souvenir de phénomènes relevant du constat, on peut supposer que son degré de pertinence est élevé. En revanche, ça sera moins fort, moins évident, lorsque on aura affaire à un discours sur le constat, c'est le critère C3. Le problème du constat, c'est que son statut n'est pas évident. Il est associé à la signification des mots qu'on utilise pour faire le constat. Il est également lié à un système de valeurs, à des croyances, etc. Je prends un exemple. Vous êtes dans une salle où une personne vient de décéder, il y a un médecin, le médecin va constater le décès, il va dire, bien, cette personne est morte. Mais si dans la salle, il y a des personnes qui sont croyantes, eh bien, elles vont dire, qui croient une vie après la mort, ils vont dire, mais non, la personne n'est pas vraiment morte, c'est son corps qui est mort, mais la personne est toujours là, parmi nous, etc. Donc, on voit que le constat a quand même une certaine instabilité, il peut être mis en doute. Alors, quelles sont les conditions, de quoi dépend la mise en doute? La probabilité de la mise en doute est fonction directe d'abord de la perméabilité du groupe au doute, ça c'est le critère C4, et deuxièmement, fonction directe également de la valence morale de l'événement. Et elle est fonction inverse du degré d'indubitabilité de l'événement et de sa charge en émotion sociale. C'est les critères C6 et C7. Je vais expliquer ça immédiatement. Alors d'abord, la mise en doute est fonction directe de la perméabilité du groupe au doute.
De quoi dépend cette perméabilité? De facteurs internes au groupe, par exemple le charisme plus ou moins grand d'un leader, ou l'existence de conditions qui permettent disons, des systèmes de valeurs, de représentation très robustes à l'intérieur d'un groupe. Et puis également de facteurs externes, par exemple la fréquence et l'intensité des interactions avec d'autres groupes, l'activisme des groupes extérieurs, etc. etc. La mise en doute est également fonction directe de la valence morale de l'événement. Bon, ça c'est bien documenté dans la littérature. On sait que, d'une manière générale, si on a dans le passé fait quelque chose qui n'était pas très reluisant d'un point de vue moral, eh bien on l'oubliera plus facilement que si on a fait quelque chose qui est plutôt valorisant pour soi. Hein. Eh bien c'est la même chose au niveau collectif. Les groupes privilégient dans leur passé des choses qui sont plutôt en leur honneur que des choses qui donc les stigmatisent ou qui donc entachent leur moralité. Hein. Bon. Donc ça c'est un autre critère. Ensuite, il y a la mise en doute est fonction inverse du degré d'indubitabilité de l'événement. Alors il semble que les événements naturels, d'une certaine façon, comme par exemple un tsunami, un tremblement de terre, etc., soient moins souvent mis en doute que les événements d'origine humaine. Vous savez que concernant le fait d'être allé sur la Lune, il y a encore des gens aujourd'hui qui pensent que tout ça c'est bidon, que ça a été filmé dans les studios d'Hollywood et que en fait les êtres humains ne sont jamais allés sur la Lune et puis vont vous expliquer que c'est pas possible que le drapeau américain soit de telle façon parce qu'il n'y a pas de vent sur la Lune, etc. Enfin bon. Donc là, je pense que les événements naturels s'ancrent davantage, plus facilement dans la mémoire que des événements, disons, purement humains, où là, immédiatement, il y a des débats. Alors ça peut sembler un peu contradictoire avec l'autre critère, qui est le C7, hein, de la mise en doute, qui est fonction inverse de la charge en émotion sociale de l'événement. Là, vous voyez représenter le siège de Charlie Hebdo après les attentats de Charlie Hebdo. Mais bon, cette année, on est une année où on va connaître la Coupe du Monde de foot. Si on prend l'exemple des émotions sociales qui ont été provoquées par la victoire de la France en 1998, donc lorsqu'elle a gagné la Coupe du Monde, bien, il me paraît assez évident que cette charge en émotion a contribué à ancrer quand même dans ce qu'on peut appeler avec plein de guillemets la mémoire collective des Français, cet événement. Hein. Donc je pense que si un événement est fortement chargé en émotions sociales, il a moins de risques, moins de chances d'être mis en doute. Donc, je résume, quand le constat est mis en doute, du fait soit de la perméabilité du groupe au doute, soit de la valence morale négative de l'événement, soit de l'absence du caractère d'indubitabilité de ce dernier, ou encore de sa faible charge en émotion sociale, ou encore des quatre facteurs conjugués, il est alors considéré comme un discours sur le constat, et le partage mémoriel devient moins probable. J'avance dans mes critères, rassurez-vous, et je vais tenir les délais. Deux autres critères, C8 et C9, qui est la taille et la conformation du groupe. Bon, C8, c'est pas la peine de s'attarder là-dessus. C'est évident, même si encore, on le sait, les témoignages entre plusieurs personnes peuvent être divergents, mais il est plus facile, disons, de partager un souvenir, un événement passé, quand on est quelques personnes seulement, que quand on est des dizaines de milliers, voire des millions, quand on parle de la mémoire des Français. Je pense qu'on se souvient tous, j'espère en tout cas pour chacun d'entre vous, que nous sommes entrés dans cette salle il y a environ 45 minutes. Bon, ça c'est un événement que nous partageons sans difficulté. Maintenant, quand on considère des très grandes populations, ça devient plus délicat d'attester ce genre de choses. Après, il y a quelque chose qui est très important, je pense peut-être pour certains d'entre vous qui travaillent sur les réseaux sociaux, ce qui n'est pas du tout mon domaine, mais c'est aussi la notion de la conformation du groupe. On peut avoir des groupes où il y a une très grande fluidité à l'intérieur, puis on peut avoir aussi des groupes où, avec des sous-groupes relativement fermés les uns aux autres, ou bien avec une très grande hétérogénéité sociale. Bon, des sous-groupes fermés les uns aux autres, c'est le phénomène que sur Internet on appelle le phénomène des bulles cognitives, hein, où on pratique l'entre-soi, etc. Donc quand il y a une très grande fluidité à l'intérieur d'un groupe, eh bien, ça va de soi, le partage mémoriel semble plus facile que quand c'est extrêmement fermé. Donc, bon, là, je vous renvoie à un article qui a été publié dans Nature en 2017 qui explique assez bien ce genre de choses. Je passe à deux autres critères. Il y a déjà longtemps, j'avais
mis en avant la notion de sociotransmetteur que j'avais construite sur le même modèle que les neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs favorisent les connexions entre les neurones. Eh bien, dans mon idée, les sociotransmetteurs favorisent les connexions entre les cerveaux des êtres humains. Hein. Par exemple, cette diapo que vous voyez, c'est un sociotransmetteur. Par le biais de cette diapo, j'essaie de faire passer dans vos têtes ce que j'ai dans la mienne. Hein. Donc, bon, eh bien, lorsqu'il y a une forte densité de sociotransmetteurs, on peut supposer que ça va favoriser le partage mémoriel. Et de la même façon, parmi ces sociotransmetteurs, certains induisent davantage le partage de la mémoire que d'autres. Là, vous avez deux exemples d'objets qui ont été exposés dans des musées, qui sont des objets récupérés sur le site de Ground Zero après les attentats du 11 septembre. Là, c'est un casque de pompier, là, c'est un ordinateur. Ben, je pense que le casque de pompier qui renvoie à la figure justement héroïque du sapeur-pompier qui est intervenu alors qu'il y avait encore beaucoup de dangers, est davantage inducteur de mémoire que l'ordinateur. Donc il y a des objets qui ont un pouvoir d'induction mémorielle qui est supérieur à celui d'autres. Trois autres critères que j'évoque très, très vite. Bon, moi, mon domaine de travail, c'est avant tout les odeurs. Hein, donc c'est pour ça que je ne pouvais pas laisser de côté le registre sensoriel. La densité des stimuli sensoriels est également un facteur qui peut favoriser le partage de souvenirs, et notamment parce que, vous le savez, la mémoire est associative, et donc lorsqu'il y a plusieurs stimuli sensoriels qui viennent se soutenir les uns les autres, eh bien, ça peut faciliter en tout cas le partage. Un autre critère qui est la valeur d'usage, bon, qui est aussi assez évident. On sait bien que la mémoire, hein, elle sert beaucoup moins à représenter le passé qu'à préparer le futur. Quand vous cherchez vos clés de voiture le matin, c'est pas pour vous souvenir de l'endroit où vous les avez mises, c'est parce que vous avez besoin des clés pour faire démarrer votre voiture. Eh bien, la valeur d'usage est un critère important. Si je vis dans une région saharienne, il est plus important que je me souvienne où se trouve une oasis que de me souvenir de la date d'anniversaire du président de la République. Hein. Bon, et puis, bon, tout à l'heure, j'ai évoqué Sémon à propos des mnémés que l'on retrouve chez Dawkins avec la notion de mème. Eh bien, il y a effectivement des informations qui entrent plus en résonance avec la structure de notre cerveau. Si je vous montre un cercle, bon, la figure du cercle n'est pas difficile à mémoriser. Si je vous montre un polygone irrégulier, c'est plus difficile à mémoriser. Donc, on peut penser qu'il y a certains stimuli qui seront plus facilement partagés que d'autres. C'est un autre critère qu'il faut prendre en compte, ce que j'appelle la prégnance cognitive de l'événement. Je termine mes critères avec ce que j'appelais des critères, des contraintes psychologiques universelles. Et là, je me base sur un article qui a été publié par Rediger en 2014 dans Science. Je laisse le graphique du haut. Regardez simplement le graphique du bas qui concerne la mémoire qu'ont les Américains de leur président. Alors, qu'est-ce qu'ont montré Rediger et ses collaborateurs? Eh bien, c'est que quand on interroge les Américains pour savoir dans quelle mesure ils se souviennent de leur président, il y a d'abord ce qu'on appelle un effet de primauté, c'est le 15e critère, c'est-à-dire qu'ils se souviennent des premiers présidents, hein, Washington, Adams, Jefferson. Bon. Ensuite, il y a un effet de récence, c'est-à-dire qu'ils se souviennent aussi des derniers présidents, hein, donc Obama, Clinton, etc. Il y a un effet de singularité, c'est le critère 17, c'est-à-dire qu'ils se souviennent très bien des présidents associés à la guerre civile, à la guerre de sécession, donc Lincoln et puis dans une certaine mesure Johnson et Grant. Et puis il y a aussi un effet biographique qui peut être aussi également générationnel, c'est-à-dire que par exemple les Américains qui, je ne me souviens plus à quelle date, en mai 1981, peuvent se souvenir de l'attentat contre Reagan. Et à ce moment-là, ils vont associer l'information, lorsqu'ils l'ont reçue, à quelque chose de très précis qu'ils faisaient, comme par exemple aller chercher leur enfant à l'école, des choses comme ça. Et là, il y a un effet générationnel qui peut jouer également. Voilà, alors avec tout ça, eh bien, j'arrive à une hypothèse qui me paraît testable. Alors, je ne sais pas si je vais la lire parce que c'est un peu compliqué, mais bon, peut-être que vous pouvez la lire tranquillement. Elle reprend l'ensemble des critères que je viens de présenter. Donc, le but, c'est d'essayer de la mettre en œuvre pour pouvoir, d'une certaine façon, j'utilise le mot là avec là encore des guillemets, mesurer la réalité du partage mémoriel.
Alors, voilà, vous avez lu la diapositive parce que c'est trop long à lire, puis de toute façon c'est en kikinant, mais bon, ça reprend l'ensemble de mes critères. Alors, j'ai essayé de les appliquer de manière, je dis bien fictive. J'ai imaginé de travailler par exemple sur la population, imaginons que je vais engager une grande enquête sur la population de Nice, sur la mémoire des Niçois, et puis que je considère deux choses, la mémoire de la guerre d'Algérie, et puis la mémoire des attentats de juillet 2016. Hein. Eh bien vous voyez que pour chacun des critères que je viens d'indiquer, pour imaginer des échelles qui vont de 1 à 5, de 1 à 7, enfin peu importe, et puis je dis bien c'est fictif, hein, non, mais c'est pour montrer que c'est quelque chose qu'on peut tenter d'appliquer. Donc la répétition, vous voyez, par exemple, ça serait un indice de 2 alors qu'il serait de 5 pour la mémoire des attentats de juillet 2016 parce que c'est plus fréquent, etc., etc. Et puis, de manière assez logique, bon, il faudrait bien sûr vérifier tout ça. On pourrait penser que la pertinence du partage, elle est plus forte pour les attentats de juillet 2016 que pour la mémoire de la guerre d'Algérie. Vous me direz, ça c'est pas vraiment un scoop, si c'est le cas, parce que ça semble assez évident. Mais l'intérêt, c'est d'essayer quand même de mesurer les choses. Parce que dans l'article que je viens d'évoquer, c'est celui de Rediger, il déplore justement le fait que, d'un point de vue méthodologique, on ait très peu d'outils pour mesurer la réalité du partage mémoriel. Donc voilà, moi, je dis c'est un petit pas, je vous propose ces 18 critères, ça peut peut-être permettre de nous aider de parler de la mémoire partagée de manière un peu plus rigoureuse, c'est loin d'être parfait, mais on peut en parler de manière un peu plus rigoureuse, mais même si on a l'impression d'avoir progressé en appliquant ces critères, il faut quand même rester très humble, très modeste, parce que la mesure de la réalité de ce partage restera toujours approximative. Et notamment, il y a un autre aspect qu'il faut toujours avoir à l'esprit, c'est qu'à propos des grands récits collectifs, hein, ce qu'on appelle justement la mémoire nationale, mémoire collective, etc., bien, c'est quand même la métamémoire qui est le phénomène le plus attesté. Hein. Alors que nous croyons à la réalité d'une mémoire partagée, nous partageons avant tout la croyance dans cette mémoire partagée. C'est tout à fait différent. C'est vraiment la dimension métamémoriale. Mais du même coup, c'est pas inintéressant, parce que du même coup, nous partageons réellement quelque chose. Une manière d'être au monde. Quand on partage la métamémoire, on partage quelque chose. Et ça, ce n'est pas sans conséquences bonnes ou mauvaises. Et là, je renvoie à d'autres travaux que j'ai menés sur la notion de coopération fermée ou de la coopération ouverte entre groupes. Hein, que le discours métamémoriel, il peut être ouvert ou fermé. Hein, mais il a tendance quand même à se refermer sur lui-même pour éviter d'être exposé au doute. Et en même temps, du fait de cette fermeture, eh bien, il peut être porteur d'exclusion. Et là, on touche vraiment à la question, qui est une question politique, hein, qui est une question culturelle, du choix de société que nous voulons faire, société fermée ou société ouverte. Et je pense que l'enjeu des grands récits aujourd'hui peut se résumer dans la question suivante. Comment passer d'une métamémoire exclusive, aujourd'hui on a beaucoup de métamémoires qui sont exclusives, à une métamémoire qui sera toujours plus inclusive. Alors bon, la question est peut-être facile à poser, la réponse est certainement très difficile, mais ça me paraît une question vraiment centrale dans les sociétés contemporaines. Voilà, je vous remercie. J'ai beaucoup apprécié les catégorisations que vous avez proposées, mais je voudrais revenir, parce que déjà la notion de partage, je ne vous cache pas, j'aimerais bien que vous l'explicitiez un peu plus, parce que la notion de partage est déjà exclusive d'une certaine manière, parce qu'on décompose l'objet, enfin, même au niveau conceptuel, par rapport à une mémoire qui serait plutôt socialisée de l'individuel vers le collectif et qui puisse se recomposer de manière un peu plus subtile. Mais plutôt par rapport à la question du récit, vous parlez des grands récits sur le discours métamémoriel, mais on peut quand même voir dans les petits récits du quotidien justement la question de la mémoire partagée sur l'attitude. Et c'est vrai que il y avait un des points que vous évoquiez, parce que la même, par exemple, l'anecdote que vous racontez sur les balades au cimetière, le fait de pouvoir se raconter des petites choses mais l'expérience partagée à ce niveau-là me paraît être plus le facteur déterminant de la construction d'une mémoire dite collective, en tout cas socialisée, que le contenu en lui-même, hein, sémantique de cette mémoire. Donc le rapport, j'aimerais bien que vous développiez un petit peu sur la question de l'expérience partagée et comment est-ce que la notion d'intersubjectivité et l'expérience partagée participe de votre réflexion sur la question de la mémoire collective.
Non, alors oui, je ne l'ai peut-être pas suffisamment bien expliqué, mais quand j'ai fait une référence aux travaux d'Albax, je renvoyais bien à cette idée-là, hein, des cadres sociaux, moi ce que je préfère appeler les matrices culturelles, dans lesquelles nous sommes tous pris. D'ailleurs, parfois j'hésite entre parler de matrice culturelle ou de cage culturelle, parce que la culture, c'est quelque chose aussi d'extrêmement... oui, ça nous prend, hein, ça peut nous enfermer en tout cas. Donc, bien sûr que cette dimension est essentielle et elle peut, enfin, le fait de vivre dans des cadres sociaux particuliers va orienter la mémoire, alors que ce soit au niveau d'un cimetière, que ce soit des niveaux plus larges, ça me paraît tout à fait incontestable. Ce que j'ai voulu montrer dans cette présentation, c'est que dans les sciences sociales, et je n'ai pas la prétention de parler pour les autres disciplines, et particulièrement en anthropologie, on n'est pas très clair. On ne dit pas toujours que quand on parle de mémoire collective, on ne parle que de ça. On laisse aussi entendre que, et là je renvoie vraiment à la dimension neuroanatomique, que des individus partagent vraiment les mêmes souvenirs du passé. Donc moi c'est cela que j'essaie de déconstruire avant d'essayer éventuellement de reconstruire cette notion de mémoire partagée. Je veux montrer que ça ne va pas de soi, qu'on a intérêt à être rigoureux, prudent, de dire les choses avec le plus d'humilité possible, et pas simplement pour des raisons scientifiques. Il y a une raison scientifique, dans toute la mesure du possible, on s'efforce de ne pas dire de bêtises en science. Bon. Mais ce n'est pas la seule raison, c'est qu'il y a un autre aspect, c'est que si on n'est pas rigoureux à ce niveau-là, eh bien, on prête le flanc, on facilite l'instrumentalisation de la mémoire, comme je l'évoquais au début, c'est-à-dire que les gens vont dire « ben non, vous êtes tout à fait différents parce que vous ne partagez pas du tout les mêmes mémoires ». Je dis que ces questions-là sont très difficiles en tout cas, de telles affirmations sont très difficiles à attester scientifiquement. Voilà, c'est ça que je voulais faire.